Juste avant de commencer, je tiens à remercier Frédéric qui a soutenu énormément le podcast ce mois-ci. Si vous voulez en savoir plus sur comment soutenir les podcasts, rendez-vous à la fin de l'épisode. Bonne écoute! Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse le 28 ? Une thèse sur quoi ? Les chevaliers paysans l'ont mis au lac de Paladru. Au lac de Paladru ! Passion médiéviste, l'histoire médiévale vue par ceux qui l'étudient. Est-ce que vous savez tout du Moyen-Âge ? Et d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge ? Vous pensez peut-être aux châteaux forts, aux chevaliers, même aux cathédrales, mais ce n'est pas que ça. Alors en général, on dit que c'est une période de 1000 ans, de l'année 500 à l'année 1500. Mais vous l'entendez dans ce podcast, il y a autant de définitions du Moyen-Âge que de médiévistes. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce podcast, je reçois des jeunes médiévistes, des personnes qui étudient le Moyen-Âge en master ou en thèse, pour qu'ils vous racontent leurs recherches passionnantes et qu'ils vous donnent envie d'en savoir plus sur cette belle période. Épisode 59. Pierre et les moulins à Paris au Moyen-Âge. C'est parti. Excuse-moi, mais il y a des gens que ça intéresse ? Bonjour à toutes et à tous. Petit avertissement avant de commencer. Comme il y a quelques épisodes, j'ai mal à la gorge et l'appartement où je suis résonne. Donc désolé d'avance pour ces petits désagréments, mais vous inquiétez pas, vous allez voir, l'épisode, comme d'habitude, va être passionnant. Parce que j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Pierre Marchandin. Bonjour Pierre. Bonjour. Pierre, je te reçois parce que tu as fait une thèse de doctorat en histoire sur le sujet Moulins et énergie à Paris du XIIIe au XVIe siècle. Tu étais donc à l'École nationale des Chartes, tu l'as soutenue en février 2021, donc tu es docteur. Félicitations. Merci. Et tu étais sous la direction de Mathieu Arnoux et Olivier Guyot-Janin. Alors avec toi Pierre, on va visiter Paris au Moyen-Âge en s'attardant sur on peut dire des constructions, des bâtiments, en tout cas des éléments du paysage particulier, les moulins. Tu vas nous raconter tout ça. Déjà tout simplement, pourquoi tu as voulu travailler sur ce sujet ? Alors, en m'inscrivant à l'École des Chartes, j'ai dû, comme tous les étudiants, choisir un sujet de thèse d'école, qui n'est pas une thèse de doctorat, qui est entre le master et le doctorat. Et je souhaitais travailler sur Paris au Moyen-Âge, mais à vrai dire, au départ, je voulais plutôt travailler sur les jardins de Paris. Je voulais connaître le paysage parisien et connaître comment fonctionnaient les jardins, à quoi ils servaient. Je me suis rapidement rendu compte que les sources nécessaires pour aborder le sujet étaient très difficiles à trouver. Olivier Guyot-Janin, qui me suivait à l'École des Chartes, m'a mis en contact avec Mathieu Arnoux, qui cherchait un étudiant pour travailler sur les moulins. Et quand il m'a présenté le sujet, ça m'a tout de suite passionné. Et pour le coup, il y a beaucoup de sources sur les moulins. Ah. Et donc, je me suis lancé dans cette recherche. Tiens, d'ailleurs, explique-nous une thèse à l'École des Chartes. Alors, il y a 2 types de thèses, en fait, c'est ça ? C'est ça. Il y a la thèse d'École des Chartes qui donne le diplôme d'archiviste paléographe. Donc, cette thèse est préparée pendant la scolarité à l'École des Chartes, qui est une scolarité d'une durée de 4 ans, à l'issue de laquelle on soutient une thèse. Donc, ça, en gros, c'est 1 an après le master. Et certains peuvent choisir de transformer cette thèse d'École des Chartes en thèse de doctorat, donc en s'inscrivant 1 année de plus ou 2 années de plus à l'École des Chartes, qui délivre aussi des doctorats. Ça a été mon cas, en fait. J'ai poursuivi pour transformer la thèse d'École des Chartes, où un certain nombre de questions n'avaient pas été traitées, en thèse de doctorat. Donc ça équivaut aux doctorats qui sont faits à l'université. Oui, exactement. C'est le même niveau. Et tiens, juste, alors on avait déjà parlé de l'École des Chartes dans plusieurs épisodes, mais est-ce que tu peux juste nous dire quelques mots sur cet établissement ? Pourquoi on en parle ? Pourquoi c'est si particulier ? C'est d'autant plus particulier qu'elle fête ses 200 ans cette année. Ah oui. Et donc l'École des Chartes avait été créée au 19e siècle pour former les archivistes, en fait, les personnes capables de lire les chartes médiévales, en fait, qui avaient été récupérées à la suite de la Révolution. Actuellement, elle recrute, selon Devoix, un concours qui recrute des élèves sous le statut de fonctionnaires stagiaires qui font une scolarité de 4 ans, qui soutiennent une thèse d'École des Chartes, et qui après vont passer des concours de conservateurs, des bibliothèques ou des archives. Et elle recrute aussi sur dossier des élèves de master. Elle délivre un master technologie numérique appliquée à l'histoire,
Il y a cette scolarité École des Chartes qui est très axée sur les sciences auxiliaires de l'histoire, la connaissance des documents, qui apprend la paléographie, l'histoire de livres, des matières qui permettent vraiment de comprendre la production documentaire depuis le Moyen-Âge. Mais aussi, elle a vraiment su s'adapter aux évolutions des productions documentaires, de la façon dont se fait l'histoire. Et donc, maintenant, elle axe beaucoup sa formation sur l'usage du numérique pour aider les historiens. Bon, merci beaucoup, comme ça, voilà, peut-être les gens avaient entendu parler de ce nom, l'école des chartes. Donc effectivement, il n'y a pas beaucoup de place, mais c'est une formation assez importante pour pouvoir bien conserver les archives en France. Revenons à notre sujet du jour. Pierre, qu'est-ce que tu as voulu montrer dans ta thèse sur les moulins de Paris ? Alors l'idée c'était de savoir comment une ville qui déjà au Moyen-Âge faisait la taille d'une grande ville française comme Lille ou Rennes avec 250 000 habitants, arrivait à répondre aux besoins énergétiques de ses habitants en utilisant des énergies qu'on qualifierait de renouvelables, et donc l'énergie de l'eau et du vent. Sachant que les besoins de ses habitants à cette époque, c'était essentiellement des besoins alimentaires, et qu'ils étaient satisfaits par la consommation de pain, qui lui-même nécessite au préalable de moudre le blé. Donc c'était une tâche qui était vraiment très, très énergivore, qui pendant très longtemps a été confiée à des hommes ou à des animaux. Et au Moyen-Âge, la particularité, c'est que c'est les moulins qui vont moudre le blé. Et donc l'idée, c'était de savoir quelle place ces machines prenaient pour satisfaire les besoins énergétiques des Parisiens. On va voir, là tu utilises le mot énergie qui, au début, quand j'ai vu ton sujet, m'a un peu surpris. On n'est pas habitué à voir ce terme, mais effectivement, dans ton sujet, ça s'y prête totalement. Avant de rentrer encore plus dans le sujet, Pierre, raconte-nous sur quelle période est-ce que tu as travaillé ? J'ai travaillé sur une période qui va du XIIIe siècle jusqu'au XVIe siècle. XIIIe siècle, pourquoi ? Parce que avant, il n'y avait pas assez de sources pour traiter le sujet. Les sources parisiennes sont vraiment très lacunaires avant le XIIIe siècle, en tout cas pour répondre aux questions que je me posais. Et XVIe siècle, parce que c'est un moment assez important dans l'histoire des moulins parisiens, puisque parmi tous les moulins qui étaient en fonctionnement à l'époque, une grande partie disparaît à la suite de l'effondrement d'un pont qui abritait beaucoup de moulins, qui s'appelle le pont Aumônier. Et une autre partie, donc les moulins avant, sont détruits à la suite des sièges, des guerres de religion en 1589-1590. Et donc on a une espèce de fin d'un équipement qui avait été installé peu à peu à la fin du XIIIe siècle. Et donc la coupure était commode. Et tu as commencé à nous le dire, Paris, à l'époque, était déjà une grosse ville, mais vraiment, au niveau superficie, est-ce que c'est comme aujourd'hui ? On était comment ? Alors, Paris était encerclé par des remparts, dont une enceinte construite par Charles V, qui correspondrait actuellement au Grand Boulevard au nord de Paris. Ça s'arrêterait à l'ouest avec le Louvre, à l'est avec la Bastille et au sud avec la montagne Sainte-Geneviève, en gros. Ouais, donc au sud, oui, c'était très limité par rapport à aujourd'hui, quoi. Oui, c'était très limité, mais il n'y avait pas rien au-delà de ces remparts. Il y avait des faubourgs, il y avait des habitations quand même. Mais effectivement, la superficie était plus réduite que le Paris qu'on connaît actuellement. Donc on a Paris qui est au sein de ces remparts, dont l'élément principal en fait est la Seine qui le traverse et autour de laquelle se concentrent toutes les activités. On va voir le nord de Paris, la rive droite qui va être dévolue plutôt aux activités commerciales, la rive gauche qui va plutôt héberger des activités d'enseignement, l'île de la Cité qui va être le siège du pouvoir religieux avec Notre-Dame, du pouvoir politique avec le palais. Et donc autour de Paris, des faubourgs et toute une nébuleuse de petites villes très liées à Paris. Donc on a Charenton qui est à la confluence entre la Marne et la Seine et qui est un lieu de passage important pour les marchandises notamment. On a Saint-Denis qui est pas très éloigné, qui concentre un certain nombre d'activités textiles. On a Saint-Cloud. Et donc toutes ces petites villes qui sont à l'époque dans la banlieue de Paris ont des liens très, très forts avec le Paris intramuros. Et on disait donc tu as travaillé sur les moulins à Paris au Moyen-Âge. Alors partons de la base. C'est quoi un moulin au Moyen-Âge ? Alors, un moulin au Moyen-Âge, c'est une machine. Mais en fait, parler d'un moulin, c'est compliqué parce qu'il y a plusieurs types de moulins. Donc on a des moulins à eau, on a des moulins à vent, et au sein de ces grandes familles, moulins à eau, moulins à vent, on a des sous-catégories. Si on part de ce qu'on connaît actuellement, on va connaître un moulin qui consiste en un bâtiment bâti sur la rive d'un cours d'eau, sur la terre ferme, avec une roue qui est dans le cours d'eau et qui est actionnée par le cours d'eau. Ça, c'est un type de moulin qui existait déjà au Moyen-Âge, qu'on appelle un moulin terrier.
Il y avait d'autres types de moulins qui étaient adaptés à des situations en plein fleuve, sur des grands cours d'eau comme la Seine ou la Marne. Donc là, la roue n'était pas sur le côté du bâtiment qui abritait les meules et la maison du meunier. La roue était en dessous. Le moulin était construit sur des pilotis, avec au-dessus des pilotis donc la chambre de meunerie, ce qu'on appelle donc ce bâtiment qui abrite les meules et la maison du meunier. Et entre les pilotis, il y avait des roues qui pendaient et qui pouvaient être adaptées suivant la hauteur du niveau de l'eau. Donc je comprends un peu plus quand tu parlais tout à l'heure des moulins qui étaient sur des ponts. C'est des moulins en fait de cette configuration-là, Voilà, c'est ça ? C'est exactement ça. Ok. On avait également des moulins qui étaient situés sur des bateaux. Donc on avait un bateau sur le côté duquel il y avait une roue, et c'est pareil, ça pouvait suivre la variation du niveau de l'eau. Donc on a ces différents types de moulins à eau, et on a des moulins à vent qui étaient soit des moulins qui étaient construits en pierre, donc avec une tour de pierre surmontée d'un toit qui était orientable et sur lequel se trouvaient les ailes en fait. Et des moulins dont il reste un exemple à Paris qui est le moulin de la Galette. Ah, C'était des moulins qui étaient bâtis en bois, sur des pilotis en bois ou en pierre, et qui consistaient en une cage, une cabine en fait, qui était orientable. Donc c'était pas simplement le toit qui était orientable, c'était la cabine entière. quand tu dis orientable, ça veut dire qu'on pouvait le déplacer, on pouvait... Alors on pouvait la pivoter autour de son pivot en fait. D'accord, Et mais c'est pas au moment de la construction qu'on pouvait l'orienter, non, c'était même après, on pouvait l'orienter comme on voulait. Voilà, c'est ça, parce qu'en fait le vent souffle de n'importe quel côté, Ah bah oui, ça peut venir du logiquement, nord, oui. ça peut venir du sud, et si le moulin est fixe, le moulin ne peut pas s'adapter aux variations du sens du vent. Donc Ça on veut a dire que- besoin que le moulin suive le sens du vent. On avait déjà ce genre de mécanisme au Moyen-Âge ? Bien sûr, Ah, c'est génial. bien sûr. Donc soit c'était le toit qui pivotait, donc il était sur des espèces de rouleaux qui étaient en haut de la tour, et donc il y avait une espèce de très longue poutre en bois qui reliait le toit à la terre ferme et qui était actionnable par le meunier. Donc on tirait la poutre et donc on arrivait à faire tourner le toit. Ou si c'était un moulin, donc comme je disais, moulin sur pivot, c'était un peu le même système. Il y avait donc le pivot, la cage qui le surmontait, et c'est pareil, elle était reliée par une queue, on appelait ça une queue, qui permettait de pivoter autour de son axe le moulin. Donc ça veut dire que, bon, on parlera des meuniers un peu plus tard, mais Oui. c'est-à-dire que déjà le meunier, les personnes qui s'occupent des moulins à cette époque-là devaient avoir des connaissances, devaient connaître les vents, devaient comprendre comment fonctionnaient les vents. Ça demande quand même une certaine connaissance, des capacités. Oui, ça demande des capacités, d'autant que il faut s'adapter aux variations du rythme du vent. Encore l'eau coule à peu près au même rythme, où les variations sont plus lentes, mais on peut vraiment avoir des grosses sautes de rythme dans le cas d'un moulin à vent, et donc le meunier devait disposer de toutes ses connaissances pour pas que sa machine casse, parce que le danger, c'était de mettre son moulin au vent quand le vent soufflait trop fort, et du coup tout se cassait. Il fallait vraiment adapter la machine au contexte climatique. Et est-ce qu'il y avait d'autres types de moulins à part les moulins à eau ou les moulins à vent ? Alors il y avait des moulins qui pouvaient servir de palliatif quand l'une ou l'autre de la ressource était indisponible, ce qui arrivait souvent en fait, parce qu'on a des jours sans vent. On avait des jours bien plus fréquents que maintenant où la Seine était soit prise par les glaces, donc les roues ne tournaient pas, ou à l'inverse, où il y avait des sécheresses et un niveau tellement bas que les roues ne pouvaient plus tourner non plus. On avait aussi des inondations qui allaient casser les moulins ou en tout cas les empêcher de tourner. Et dans ces cas-là, il fallait bien continuer à moudre le blé. Donc il y avait des systèmes, notamment les moulins à chevaux, qui étaient actionnés donc par des chevaux et qui prenaient le relais dans ces circonstances. Donc est-ce que c'est l'image qu'on a un peu des animaux qui tournent en rond en fait autour d'un axe pour pouvoir en fait faire tourner le moulin, c'est ça ? Exactement, c'est ça. Donc plutôt des chevaux ? Enfin moi j'imaginais des bœufs ou quoi, non ? C'était plutôt des chevaux. Alors à Paris, on parle de chevaux en tout cas. D'accord, ok. Il faudrait voir dans toute la France si c'était des chevaux ou d'autres bêtes, mais à Paris, c'était des chevaux.
Bon là, on a compris comment fonctionnait un moulin, mais alors, autre question un petit peu basique, mais qui est importante, à quoi sert un moulin ? À part, on a compris comment il est actionné, mais une fois qu'il est actionné, comment ça fonctionne à l'intérieur et qu'est-ce qu'on fabrique dans un moulin ? À la base, le moulin, il sert à fabriquer de la farine, donc à moudre du blé. L'idée, en fait, c'est de capter l'énergie de l'eau ou du vent, de la transmettre par un système d'engrenage, et que cette énergie serve à produire un mouvement continu. Donc, en l'occurrence, c'est actionner des meules en faisant tourner un axe. Donc une meule, c'est une forme de grosse pierre où on écrasait la farine, c'est ça ? C'est ça, une meule, c'est une grosse pierre, c'est deux grosses pierres circulaires. Entre les deux tombait le blé, et le mouvement circulaire de la pierre faisait que le grain du blé, petit à petit, était complètement écrasé, et donc la farine sortait sur le côté des meules. Donc ça, c'est la première application du moulin, et la principale à Paris, parce qu'il fallait vraiment nourrir une population colossale, et donc tous les moyens étaient mobilisés pour produire cette farine à destination des Parisiens. Après le Moyen-Âge est la période où les usages du moulin se sont diversifiés, soit en continuant d'utiliser le mouvement circulaire qui était restitué par les meules, mais pour d'autres activités. On avait des activités de tannerie, notamment sur la Bièvre ou à Saint-Denis, comme je le disais tout à l'heure. Et donc, dans ce cas-là, le moulin servait à écraser l'écorce de chêne qui sert pour les activités de tannerie. D'accord. Après, la grande création du Moyen-Âge, c'est ce qu'on appelle l'arbre à cames. Donc on a des moulins qui vont actionner des arbres à cames. Donc un arbre à cames, c'est un arbre, donc une espèce de grosse poutre qui est actionnée par la roue du moulin. Et la poutre va pas être lisse, elle va avoir sur sa longueur des excroissances en bois. En tournant, la roue va faire tourner les excroissances en bois. Et celles-ci vont actionner sur leur passage des maillets qui sont sur un pivot en fait, ou des marteaux, des soufflets, des choses comme ça. Et donc, on n'a plus un mouvement continu, on a un mouvement alternatif avec un marteau qui se lève et qui s'abaisse. Et ça va servir à fouler des draps, à actionner des soufflets dans les forges, à battre de la pâte à papier, des choses comme ça. Ouais, donc on a vraiment des mécanismes comme ça. Peut-être qu'au Moyen-Âge, on a un peu des fois l'idée que tout est fait à la main et tout ça, mais non, il y a des choses comme ça avec un système assez sophistiqué en fait. C'est ça. Vraiment, le Moyen-Âge, ce qui caractérise, c'est davantage la diversification des usages des moulins. Parce qu'en fait, le moulin, il n'est pas connu simplement au Moyen-Âge, il est connu dès l'Antiquité, il servait alors simplement à moudre le blé. Et donc la particularité du Moyen-Âge, c'est d'utiliser l'énergie donc de l'eau et du vent à des fins industrielles autres que la mouture du blé. Et d'où viennent les grains qu'on moud dans les moulins ? Est-ce que les champs sont proches de Paris ? Est-ce que ce serait pas Alors moi, plus logiquement, je me dirais ce serait plus logique de faire les moulins hors de Paris et puis après de faire venir la farine. Pourquoi là, est-ce qu'on moule le grain dans Paris ? Alors les moulins sont dans Paris parce que la farine peut difficilement se transporter sur de longues distances. Donc elle ne peut pas être moulue à l'endroit de sa récolte. Pourquoi ? Parce que la farine, c'est quelque chose qui se conserve mal et qui se transporte mal. Donc c'est plus pratique de la moudre à proximité du boulanger plutôt qu'à proximité du lieu de production. Même si ce lieu de production n'est pas très éloigné de Paris, puisque les grains provenaient de la plaine de France, donc le nord de l'île de France en gros, autour de Gonesse notamment. Ensuite, il faut que la ville, pour des raisons stratégiques, garde ses capacités de mouture à l'intérieur des murs en cas de siège. Parce que si la farine provient de l'extérieur de la ville, en cas de siège, elle ne peut plus rentrer, et donc c'est la famine. Et d'ailleurs, les militaires l'ont très bien compris, puisque par exemple, pendant les guerres de religion, ce qu'a essayé de faire Henri IV pour reprendre Paris, donc il a incendié les moulins qui entouraient Paris, les moulins à vent, et il a essayé de faire tirer sur les moulins à eau qui étaient sous les ponts de Paris, pour affamer la ville, en fait. Bon, là, on parle du XVIe siècle. On n'est plus au Moyen-Âge. Oh là là, c'est cette période-là. Bon, si, ça nous intéresse quand même. Mais voilà, donc les guerres de religion, c'est plutôt XVIe siècle. Je dis pour les personnes qui ne savent pas forcément. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que ça permet de bien insister là dans le podcast. C'est vrai qu'on parle assez peu de nourriture, donc je suis contente qu'on puisse en parler. À quel point le pain est ultra important dans l'alimentation au Moyen-Âge. Voilà, le pain constitue vraiment la base de l'alimentation, c'est autour de 70% des apports caloriques. Donc c'est vraiment l'alimentation de base qui fournit aux habitants leur énergie pour après travailler dans l'artisanat. Le moulin, c'est une autre machine qui va récupérer pas l'énergie du soleil, l'énergie de l'eau,
et va la restituer donc sous forme d'un mouvement, un mouvement circulaire ou alternatif, comme je disais. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était d'envisager le moulin comme un convertisseur énergétique, donc quelque chose qui récupère une forme d'énergie et la rend utilisable aux hommes sous une autre forme. Écoutez, vous entendez ce vent, seigneur chevalier ? On dirait qu'il emporte une chanson. C'est un message de l'enchanteur. Moi, je crois que c'est simplement la chanson des moulins. Nous ne sommes que des moulins à vent et non point des géants. Nous tournons pour moudre la farine, car nous sommes des machines et c'est bien suffisant. On a parlé des moulins, de comment est-ce que ça fonctionnait, de ce qu'on y faisait, mais qui étaient les personnes qui travaillaient autour des moulins ? Quels sont les différents métiers qui sont liés aux moulins ? Alors le premier métier, celui auquel on pense en premier, c'est le meunier. Donc celui qui fait marcher quotidiennement la machine. Donc il va mettre le blé dans la trémie, donc qui est l'endroit où le blé est mis avant d'arriver entre les meules, qui va récupérer la farine, la restituer au client, qui va également faire les tâches d'entretien du moulin. Donc les meules, il faut de temps en temps ce qu'on appelle les rhabiller. C'est-à-dire utiliser des outils pour leur restituer leur tranchant afin qu'elles puissent moudre correctement le blé. Donc ça, c'est une partie du travail du meunier, donc d'arrêter le moulin, de soulever les meules qui sont très lourdes pour pouvoir les rhabiller. Une autre partie du travail du meunier, ça va être de faire les petites réparations pour permettre au moulin de continuer à fonctionner, parce que c'est une machine fragile, avec plein de parties qui sont en mouvement, donc qui s'usent, donc qui cassent, sachant qu'un moulin c'est fait en bois, il y a un peu de fer, donc c'est des matériaux qui peuvent s'user. Donc régulièrement, le meunier va changer des petites parties des engrenages, voilà, faire des petites réparations. Donc en gros, ça c'est le travail du meunier. On va voir les personnes qui construisent les moulins, donc qui sont des charpentiers, spécialisés dans la construction du moulin, donc qui vont faire la phase initiale en fait de construction du moulin. On va avoir des forgerons qui travaillent parce que, comme je le disais, il y a un petit peu de fer dans le moulin qui sert à éviter que certaines pièces ne cassent ou ne chauffent et donc ne provoquent des incendies. Donc il y a des forgerons qui vont intervenir. Et puis il y a les boulangers qui sont les clients des meuniers, donc qui sont régulièrement au moulin pour porter leur blé à moudre. Alors j'ai une question un peu bizarre, mais est-ce que c'est une bonne situation, meunier, au Moyen-Âge ? C'est une bonne situation. c'est une bonne situation, même si le meunier n'a pas très bonne réputation, justement parce que le moulin est une espèce de boîte noire, donc le blé rentre sous forme de grains, il ressort sous forme de farine. Entre les deux, le meunier peut en substituer une partie. Donc on ne sait pas vraiment si on lui paye son juste prix ou pas. Donc on a dans des comptes d'hôpitaux notamment des mentions qui nous disent qu'on va voir si un meunier ne serait pas plus honnête que l'autre. Parce qu'on se dit qu'on doit se faire voler un peu de farine. Mais oui, c'est une bonne situation, d'autant qu'il y a certains meuniers qui commencent à concentrer un certain nombre de moulins, qui deviennent des espèces de chefs d'entreprise en fait, et qui s'enrichissent et qui peu à peu vont plus tellement porter des sacs de blé, mais vont chapeauter des espèces d'entreprises de moulins en employant des garçons meuniers qui vont assurer le fonctionnement quotidien de la farine pendant qu'eux s'enrichissent. Et est-ce que c'est un métier seulement masculin ou est-ce qu'on trouve des femmes aussi ? On trouve quelques meunières, mais c'est vraiment marginal. C'est surtout des meuniers. Donc on en trouve quand même ? On en trouve quand même, qui exploitent plutôt des installations périphériques. Et ce qui se passe souvent, c'est que lorsque leur mari décède, ce qui arrive, les femmes vont reprendre le bail du meunier. Mais en général, c'est une situation assez transitoire. Elles vont se remarier avec un autre meunier. Et après, ça va être ce meunier qui va reprendre les baux des moulins. Combien est-ce qu'il y avait de moulins à Paris, à Pau, que tu étudiais ? Donc j'imagine que ça évolue, mais combien est-ce qu'on en trouvait ? Ah oui, effectivement, ça évolue, notamment en fonction de la demande alimentaire. Quand la demande alimentaire baisse, le nombre de moulins baisse. Puis il y a d'autres facteurs, notamment les inondations répétitives qui ont eu lieu à partir du XIVe siècle, les épisodes de froid plus intenses qui ont démoli beaucoup de moulins à eau. En gros, à la fin du XIIIe siècle, on a une centaine de moulins, tout type confondus, mais qui sont quasiment exclusivement des moulins à eau.
Ce qui est intéressant, en fait, c'est que le Moyen-Âge, donc la fin du Moyen-Âge, c'est une transition énergétique, puisque on arrive à la fin du XVIe siècle avec toujours une centaine de moulins, mais en gros 50% de moulins à eau, 50% de moulins à vent. Donc en fait, une expansion du moulin à vent entre la fin du XIIIe et la fin du XVIe siècle. Et entre les deux, une chute du nombre de moulins, parce que donc on a ces épisodes d'inondation, de gel qui fragilisent les machines. On a aussi la peste, la guerre de 100 ans, qui occasionne une chute démographique, donc une chute de la demande alimentaire. Et on a également la prévôté des marchands de Paris, donc qui est l'organe qui gère les activités économiques sur la Seine, qui commence à s'attaquer à la présence des moulins à eau sur la Seine et sur la Marne, mais surtout sur la Seine, parce qu'ils portent préjudice à la navigation. Et justement, alors, qui possédait ces moulins au Moyen-Âge ? Alors ça dépend de quand on est au Moyen-Âge. Le début de la période que j'étudie, c'est un petit peu un moment de transition où on avait des moulins qui appartenaient plutôt à des nobles, et petit à petit, ils les vendent à des bourgeois de Paris, donc qui ne sont pas forcément, même pas du tout, liés au monde du blé ou du pain. Donc on va avoir des drapiers, des marchands, mais qui sont des notables, et donc qui font partie de la prévôté des marchands de Paris. C'est quoi la prévôté ? Alors la prévôté des marchands de Paris, c'est l'organe qui joue le rôle de municipalité parisienne, pour être un petit peu schématique, et qui administre notamment les activités qui ont lieu sur la Seine, donc le commerce, la navigation. Donc on a beaucoup de moulins qui appartiennent à des gens haut placés dans cette prévôté des marchands de Paris. Et peu à peu, par le biais de donations pieuses, de ventes, ils vont se dessaisir de ce patrimoine. Et c'est l'Église qui va le capter. Des abbayes, des hôpitaux, des chapitres vont récupérer ces moulins, si bien qu'on arrive au XVe siècle avec quasiment tous les moulins qui appartiennent à des communautés religieuses. Quelques-uns appartiennent à des seigneurs laïcs, mais c'est vraiment très peu. Et à la fin de la période que j'étudie, donc le XVIe siècle, l'Église, pour diverses raisons, va se dessaisir à son tour de son patrimoine, pour le vendre aux meuniers qui exploitaient les moulins. C'est-à-dire qu'au départ, on avait un propriétaire qui percevait un loyer, qui possédait les moulins, mais qui n'exploitait pas les moulins. Il pouvait y avoir des clauses dans les contrats de location qui disaient que le meunier s'engageait à moudre le grain d'une abbaye, par exemple. Mais il y avait vraiment un propriétaire qui était chargé de l'entretien de certaines parties du moulin, et un meunier qui était chargé d'exploiter quotidiennement la machine et d'entretenir d'autres parties du moulin. À partir du XVIe siècle, les meuniers vont racheter les moulins qu'ils exploitaient, en tout cas les meuniers les plus riches. Et donc on a encore une mutation de la propriété avec des moulins qui appartiennent à leurs exploitants. Oui, la propriété revient à ceux qui y travaillent, donc voilà. C'est plutôt pas mal. Et le roi de France n'avait aucun moulin ? Alors le roi de France avait des moulins, mais pas à Paris. Il en avait plus au nord, à Gonesse, et il en avait à Corbeil, donc plutôt au sud. Mais à Paris, il a eu des moulins au XIe, XIIe, XIIIe siècle, mais il s'en est rapidement dessaisi. C'est ce que je disais sur la propriété noble qui passait ensuite à une propriété bourgeoise. Le roi avait des moulins et il en a fait don un certain nombre d'établissements religieux, notamment l'abbaye de Saint-Magloire à Paris. Et est-ce qu'il reste des traces archéologiques des moulins du Moyen-Âge aujourd'hui à Paris ou plus du tout ? Alors assez peu à cause de la continuité de l'occupation des lieux qui fait qu'on n'a pas forcément mené des fouilles archéologiques à l'emplacement des moulins, notamment des moulins qui étaient dans la Seine, c'est plus compliqué. On a trouvé donc au XIXe siècle les fondations d'un ancien moulin à vent sur l'actuelle place des Victoires. Mais il y a vraiment très très peu de restes archéologiques. On a quelques moulins qui existent encore et qui sont d'implantation médiévale, même si ce qu'il en reste n'est sans doute plus très médiéval. Notamment à Charenton, on a le moulin de la Chaussée qui existe encore, qui maintenant est un CFA. C'est quoi un CFA ? Le centre de formation d'apprentis. D'accord. Qui est encore visible en fait, avec une roue, un bâtiment tout en pierre, mais qui ressemble pas du tout à un moulin à eau du Moyen-Âge.
Aujourd'hui, en France, il reste un peu moins de 500 moulins en activité. Alors évidemment, ils ont presque tous perdu leurs fameuses ailes ou leurs roues à aubes qui permettaient autrefois de faire tourner les meules. Mais en attendant, le métier de meunier n'a quasiment pas changé depuis des siècles puisqu'il consiste toujours à extraire le plus de farine possible de ces petits grains de blé. Pour ton travail, Pierre, sur quelles archives est-ce que tu as travaillé pour en savoir plus sur l'histoire de ces moulins ? Alors j'ai travaillé sur des sources qui sont conservées pour l'immense majorité aux archives nationales à Paris. Comme je l'expliquais, les moulins ont appartenu à un moment dans leur grande majorité à des établissements religieux. Et donc il y a une série aux archives nationales qui est la série S, qui regroupe les archives des établissements religieux supprimés à la Révolution, qui concernent leur temporel, donc les maisons qu'ils avaient, les immeubles, les jardins, les terres et les moulins. Donc dans cette série, on trouve des documents qui concernent la location des moulins, donc les contrats de location, des documents qui s'appellent les prisés, qui sont des états des lieux des moulins qui étaient faits à chaque entrée et sortie des meuniers dans les lieux, et qui donnent énormément d'informations techniques sur les moulins, le nom des parties qui les constituaient, leurs dimensions, qui sont vraiment très précieuses pour connaître leur évolution. Et après, d'autres sources, toujours conservées aux archives nationales, donc le minutier central des notaires, qui conserve des documents, ça va être un peu la même typologie, des contrats de location, des états des lieux, mais qui peuvent toucher des moulins qui appartenaient à des particuliers, pas forcément des établissements religieux. Donc ça donne un autre éclairage sur le sujet. Et puis après, des documents vraiment très épars dans les différentes séries qui concernent l'histoire de Paris, les archives de la prévôté des marchands, les archives du bureau de la ville de Paris qui était une juridiction qui gérait les conflits qui touchaient à la navigation sur la Seine. Donc quand un moulin portait obstacle à la navigation, on pouvait avoir un batelier qui allait se plaindre, et donc on avait une audience, et donc on a des comptes rendus qui nous donnent beaucoup d'informations sur l'emplacement des moulins, sur leurs dimensions également, et donc sur la façon dont les activités économiques pouvaient coexister sur la Seine. Alors bon Pierre, là on rentre un petit peu dans les questions un peu plus personnelles, mais est-ce que tu peux nous raconter comment s'est passée ta thèse, et est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières en travaillant sur les moulins de Paris ? Ma thèse s'est très bien passée. J'étais très content de vraiment pouvoir explorer de fond en comble les séries des archives nationales. Donc le plus dur, en fait, c'est de se représenter une machine qui ne ressemble pas forcément à la machine qu'on connaît actuellement, et de s'approprier le vocabulaire. Parce qu'en fait, on travaille sur des textes qui sont extrêmement techniques. Et donc, une fois qu'on les a déchiffrés, ce qui peut être déjà un défi, puisque... D'ailleurs, elles sont en quelle langue, les archives, en général? Plutôt français ou latin? C'est du latin jusqu'au XIIIe siècle, après c'est essentiellement du français. Enfin, de l'ancien français, oui. Voilà, de l'ancien français, avec des textes qui sont un peu paléographiquement difficiles à lire à partir de la fin XVe et au XVIe siècle. C'est-à-dire que tu avais du mal à les déchiffrer? La formation à l'école des chartes nous apprend à les déchiffrer, donc c'est pas tellement qu'on a du mal à la déchiffrer, mais c'est que c'est un travail en soi, et que c'est d'autant plus compliqué qu'on n'a pas toujours le vocabulaire, et donc on devine pas forcément on connaît pas forcément le mot qu'on est censé deviner. Donc franchement, l'appropriation du vocabulaire, c'est quelque chose d'assez difficile. Il existe bien des dictionnaires, des termes du moulin médiéval, mais en fait les termes varient vraiment d'un lieu à l'autre, parce que les machines n'étaient pas exactement les mêmes. Et que la langue n'est pas totalement fixée de toute façon à l'époque, donc ça change. Fixée. Et donc en fait, il faut lire un texte 10 fois avant de comprendre ce que ça peut bien représenter. Sachant qu'en fait, le nombre d'illustrations de moulins médiévaux, il y en a quelques-unes. Iconographique. L'iconographie, voilà, il y a quelques miniatures qui représentent des moulins parisiens. Oh bah, on en mettra sur le site du podcast, alors comme ça les gens pourront s'en rendre compte. Voilà, donc elles sont intéressantes, mais en fait elles sont peu nombreuses, et c'est pas toujours très facile à croiser avec les textes. Donc c'était vraiment la plus grande difficulté, je pense. Et maintenant, quasiment 1 an après avoir soutenu, quel bilan personnel est-ce que tu en tires vraiment pour toi par rapport à ton parcours ?
J'en tire une satisfaction d'avoir fini ce travail, qui est quand même un travail au long cours, qui est intéressant parce que les années de thèse, c'est vraiment les années où on peut s'arrêter pour réfléchir sur un sujet, ce qui n'est pas forcément donné ensuite. Donc ces années, on a du temps à passer aux archives, du temps à penser, c'est vraiment très précieux. Et puis ça apporte, je pense, beaucoup en termes de méthode de travail qui peut être réutilisée dans d'autres contextes. Mais ça, c'est ce que j'en ai retiré de plus important. Et depuis que tu as fini ta thèse, qu'est-ce que tu fais ? Alors je reste dans le monde des archives puisque je suis conservateur du patrimoine dans la spécialité archives. Ouh, trop bien. Je travaille sur des archives numériques, donc j'ai fait un petit bond dans le temps. Ah oui. Qu'est-ce que tu entends quand tu dis archives numériques ? C'est les archives qui sont produites en majorité, notamment dans les administrations à l'heure actuelle. Donc ça va pouvoir être les applications qui sont gérées dans les administrations, les dossiers bureautiques, les messageries qu'on se doit d'archiver pour que les chercheurs qui travailleront sur l'époque d'aujourd'hui puissent avoir des sources pour la connaître. Oui, donc tu es bien loin des moulins dont on travaille maintenant en fait. Très loin. Mais est-ce que ça te plaît ? Ah oui, énormément. Déjà, quelque part, il y a certaines méthodes qu'on a quand on travaille sur des documents médiévaux qui peuvent être transposés à la production numérique actuelle. Donc, qu'est-ce qu'un document valide ? Qu'est-ce qu'un document qui n'est pas valide ? Ça, c'est des réflexes que l'on garde. Et puis, c'est ça qui est intéressant, c'est que les archives sont vraiment très diverses. Les méthodes que l'on acquiert en tant que médiéviste sont très utiles, en fait, quand on travaille sur la production contemporaine, en se demandant qu'est-ce qu'un document authentique, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et puis le fait d'avoir été chercheur est très utile pour discriminer ce qui est à conserver, ce que l'on peut éliminer, en se disant et en se mettant à la place du chercheur de demain, et c'est ça qui est intéressant. Alors pour finir, ma petite question rituelle, Pierre, quel conseil est-ce que tu aimerais donner à quelqu'un qui voudrait travailler, bon, je te laisse le choix, soit travailler sur Paris à l'époque médiévale, soit travailler peut-être sur plutôt l'agriculture au Moyen-Âge. Alors, il y a énormément de choses à découvrir sur Paris au Moyen-Âge. Il y a énormément de documents inédits qui ne demandent qu'à être consultés et exploités aux archives nationales, mais aussi ailleurs. Il y a les archives de l'assistance publique qui conservent les archives de l'Hôtel-Dieu. Il y a vraiment beaucoup de sources qui demandent à être consultées, donc de ne pas avoir peur de sortir des documents édités et de revenir aux archives pour aller justement à la recherche de l'inédit et éventuellement d'une perle qui satisfera le chercheur et lui permettra d'apporter sa petite pierre à l'édifice de la connaissance du Paris médiéval. Meunier, tu dors, ton moulin va trop vite. Et contrairement à ce que dit la chanson, son métier n'était pas de tout repos. Non, 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 pas question de dormir. Il devait sans cesse remettre du grain entre les meules, car si elles tournaient à vide, cela pouvait produire des étincelles et mettre le feu au moulin. En échange de son travail, le meunier se payait en farine. Aujourd'hui encore, certains moulins produisent de la farine biologique grâce à des meules en pierre. Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous en savez beaucoup plus sur Paris à l'époque médiévale et bien sûr sur les moulins. Maintenant, vous savez comment ça fonctionnait, comment est-ce qu'on y travaillait, qu'est-ce qu'on y produisait. Donc, merci beaucoup Pierre Marchandin, c'était vraiment passionnant, mais vraiment, je suis super contente de cet épisode. Donc, merci beaucoup à toi. Merci à toi pour ton invitation. Oui, parce que voilà, Pierre, je suis allée lui demander s'il voulait participer au podcast, en fait, parce qu'en général, c'est plutôt des sujets que je reçois et que du coup je décide de faire dans le podcast, mais là j'ai vraiment envie de faire un épisode sur l'agriculture au Moyen-Âge, donc je suis allée chercher sur mon site préféré, c'est-à-dire thèse.fr, pour voir qui avait traité ce sujet récemment. Donc je suis tombée sur ton sujet, Pierre. Je suis pas déçue de t'avoir contacté, donc merci énormément. Les auditeurs et auditrices, comme d'habitude, si vous voulez en savoir plus sur les moulins, il y aura un article sur le site passionmédiéviste.fr donc qui accompagne cet épisode. On vous mettra des petites infos complémentaires,
une bibliographie. On vous mettra donc quelques petites iconographies pour un peu mieux, si vous voulez, vous visualiser comment fonctionnait et à quoi ressemblait un moulin au Moyen-Âge. Et tant que vous êtes sur le site, n'hésitez pas à aller voir tous les autres épisodes de Passion médiéviste. On en a fait pas mal, là on est le 59 aujourd'hui. Donc à chaque fois des entretiens avec des jeunes chercheurs, mais il y a aussi donc plein d'épisodes sur plein de formats différents pour à chaque fois vous faire découvrir le Moyen-Âge, vous faire mieux comprendre cette période qui est beaucoup plus riche qu'on le pense, loin des clichés, donc j'espère que ça vous plaira. Et tant que vous êtes sur le site, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, ou plutôt un coup d'oreille d'ailleurs, à mes autres podcasts. Donc j'ai maintenant Passion Antiquité avec un S Antiquité, et Passion Moderniste, toujours avec un S à Moderniste, où pareil, j'interview des modernistes. Vous pouvez soutenir financièrement le podcast, je vous mets toutes les infos sur la page passionmedieviste.fr/soutenir, où je vous explique tout ça, allez voir. D'ailleurs ce mois-ci, je tiens à remercier Marion, Loïc, Denise, Yann, Hélène, Jean, mais aussi un autre Loïc, Galamets, Marc et Maël. Merci beaucoup à eux de contribuer au développement du podcast, mais n'hésitez pas, si vous ne pouvez pas forcément donner de l'argent que vous ne voulez pas, à juste parler du podcast autour de vous. Voilà, le bouche à oreille, c'est vraiment ce qui marche de mieux pour faire découvrir les podcasts. Je le dis souvent, mais vraiment, parlez-en autour de vous, aux gens qui pourraient être intéressés, parce que c'est comme ça que le podcast continue de grandir. Et dans le prochain épisode, nous allons revenir en Espagne, parce que nous y étions il y a quelques épisodes, nous allons revenir en Espagne pour parler des traités de chasse hispaniques. Et oui, à bientôt, salut!